Le fantôme d'une femme qui aurait été cruellement tuée par son fils il y a plus de 100 ans hante une auberge de l'Estrie à Boundeville, à moins d'une heure de Montréal. Depuis le meurtre, le fantôme de Charlotte, car c'est son prénom, se manifeste de différentes façons. Faut-il retenir l'hypothèse d'une hallucination collective alors que les témoignages sont innombrables et qu'ils sont répartis sur plusieurs années? On peut être sceptique, mais pas indifférent, car la preuve la plus convaincante de l'existence des fantômes reste encore leur manifestation. Voici donc le mystère de l'auberge du Jolivant. Les histoires de sorcellerie et de fantômes abondent dans l'Estrie. Ce sont les fidèles à la couronne britannique qui, en quittant les États-Unis, ont apporté avec eux des récits à faire frémir. Ces descendants loyalistes ont depuis toujours été fascinés par les manifestations de l'au-delà, comme en témoigne le mystérieux fantôme de l'auberge du Jolivant. Linda Beck a déjà travaillé comme serveuse à l'auberge du Jolivant au début des années 80. Les phénomènes dont elle a été témoin à cette époque sont pour le moins troublants. Ce soir-là, en se mettant au lit après sa journée de travail, Linda Beck entend bel et bien marcher dans le corridor, mais il n'y a personne. Cette première manifestation du fantôme la laisse perplexe. J'étais en haut, comme je dis, Dani, puis j'ai entendu des marches. Puis je savais que personne n'était là, puis je n'ai pas fait rien tout de suite. Parce que je n'étais pas sûre, tu sais. Puis j'ai attendu une couple de minutes, puis j'ai attendu encore les marches, puis le bois qui fait des sons. Puis j'ai dit, ben c'est pas normal ça. Je sais, personne n'a monté les escaliers. Puis je vais pas regarder dans le corridor, puis je regarde dans chaque chambre, puis personne n'était là. Puis j'ai dit, ben c'est bizarre, mais j'ai pas pensé trop, tu sais. Je pensais que c'est pas normal, je trouve pas personne, t'es pas là, je retourne à lit, puis j'ai pas pensé à ce temps-là, c'était quoi. Ce que Linda Beck ne sait pas encore, elle l'apprendra plus tard, car les événements ne tardent pas à lui faire comprendre qu'une présence mystérieuse se manifeste tout près d'elle. Lorsque Linda Beck se retrouve en présence du fantôme pour la deuxième fois, elle comprend que ces manifestations sont des appels au secours. Une nuit, Linda Beck se repose au bord de la piscine après son travail. Tout à coup, elle entend une femme pleurer. Croyant d'abord que quelqu'un s'est blessé, elle se rend compte que ses pleurs la suivent. Le son était juste à côté de moi. Tout le temps, tu sais. C'était pas plus proche, puis c'était pas plus loin. Puis j'arrête pour regarder parce que je savais, à ce moment, je cherche pas pour une personne. Je savais que c'était le fantôme. Linda Beck n'est pas la seule à cette époque à avoir été témoin de ces étranges phénomènes. Quelques jours après la dernière manifestation du fantôme, 3 collègues de Linda Beck prennent un verre dans une chambre de l'auberge. Soudain, une vieille photographie accrochée au mur se met à pivoter sur elle-même, décrivant très lentement un cercle complet. Les 3 hommes sceptiques n'en croient pas leurs yeux. Rapidement, ils concluent qu'ils ont été témoins d'une manifestation surnaturelle. Les propriétaires de l'auberge, Signy Stevenson et Michel Gabreau, sont convaincus de l'existence du fantôme du Jolivant. Leur expérience et les nombreux témoignages, dont celui de Linda Beck, leur donnent cette certitude. Mais quelles sont les intentions de ce fantôme? Pourquoi se manifeste-t-il? De toute évidence, il ne veut pas de mal à ceux à qui il se manifeste. Au contraire, le fantôme semble plutôt vouloir s'attirer l'attention. Quel est-il? Quel événement poussera les propriétaires de l'auberge à tenter d'en connaître plus long sur le fantôme? Pourront-ils libérer les lieux de cette présence mystérieuse? Le 8 février 1989, Paul Roy, un journaliste de la presse, vient passer un week-end afin d'écrire un article sur l'auberge du Jolivant.
Très tôt, aux petites heures du matin, alors qu'il se réveille, le journaliste Paul Roy aperçoit la porte de sa chambre entr'ouverte. Il sait pourtant que la veille, il l'a bien verrouillée. Il referme sa porte une première fois. Quelques minutes plus tard, encore une fois, le journaliste trouve sa porte ouverte. Il la referme à nouveau. Paul Roy ignore tout du fantôme. Il ne peut donc pas avoir été influencé par les autres récits. Mais il commence à se douter qu'il se passe à l'auberge du Jolivant des choses étranges, surtout lorsque la porte s'ouvre pour une troisième fois. Au déjeuner, la propriétaire lui confirme finalement ses doutes. Quand il est descendu pour le petit déjeuner, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a avec la porte. Ça ouvre à 5 heures comme ça. Et il n'était pas du tout au courant de notre fantôme. Alors j'ai dit, mais peut-être c'était le fantôme qui faisait des bêtises. Paul Roy croit lui aussi que l'auberge est hantée. Et son article en fait foi. Faut-il laisser le fantôme continuer à faire des siennes et risquer d'effrayer les clients? Ou faut-il tout mettre en œuvre pour tenter de libérer la maison de cet esprit pour le moins embarrassant? Le 12 octobre 1989, un médium du nom de Brenda Stone est chargé par les aubergistes d'entrer en contact avec le fantôme. Selon le médium, il n'y a pas de doute, le fantôme connaît un grand désarroi et pour qu'il libère les lieux, il faut d'abord lui venir en aide. Lors d'une séance à laquelle plusieurs participent, l'esprit se manifeste en empruntant la voix du médium Brenda Stone et fait connaître son histoire. Le fantôme dit s'appeler Charlotte. Elle confie aux gens présents qu'elle a mené la vie simple d'une fermière près de l'auberge dans une maison qui n'existe plus de nos jours. Charlotte leur dit qu'elle aimait beaucoup ses enfants, mais qu'elle ignorait que l'un d'eux serait responsable de son errance entre le monde des vivants et le monde des morts. L'histoire de Charlotte bouleverse. Chacun se rend compte à quel point cette femme est tourmentée depuis qu'elle a quitté son corps. Et tous veulent en savoir plus long sur les circonstances de sa mort. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a répondu qu'elle avait beaucoup de difficultés à accepter sa propre mort. Elle se sent responsable d'avoir provoqué la colère de son fils. Je crois comprendre qu'à la suite d'une dispute avec un de ses fils, ou peut-être même d'une décision injuste à son égard, celui-ci se serait mis en colère. Il l'aurait ensuite sauvagement assassiné. Par la voix du médium, Charlotte raconte que ce sont les circonstances brutales de sa mort qui l'ont amenée à errer entre ces deux mondes. Charlotte n'accepte pas cette mort violente et croit avoir échoué dans son rôle de mère. Sinon, demande-t-elle, comment son fils aurait-il pu la tuer si cruellement? Prise au piège entre le monde des morts et le monde des vivants depuis plus de 100 ans, Charlotte se manifeste pour attirer l'attention des vivants. Ce n'est que lors de cette séance en octobre 89 que Brenda Stone croit avoir enfin délivré les lieux et aidé Charlotte à reposer en paix. Mais cette séance a-t-elle vraiment réussi à rendre Charlotte au monde des morts? Certains de ceux qui étaient présents à la séance s'interrogent. Mais avant de couper les liens pour toujours peut-être avec le monde terrestre, Charlotte se manifeste une dernière fois. 2 jours après la séance, lorsqu'elle ouvre son courrier, Brenda Stone est saisie par une force qui la pousse à dessiner le portrait de Charlotte. J'ai pris un stylo et elle m'a inspiré un croquis la représentant le jour de son mariage. Depuis ce jour d'octobre 1989, Charlotte ne s'est plus manifestée. A-t-elle définitivement réintégré le monde des morts? Ou rôde-t-elle encore aux alentours? Elle est autour.